Bienvenue à ce séminaire midi du CIRST. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Laure Surcati, qui est juste ici à côté de moi, qui est titulaire d'un doctorat en écologie à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Elle est stagiaire postdoctorale au département de communication sociale et publique ici à l'UQAM, et donc depuis le CIRST, depuis les locaux du CIRST en partie. Elle coordonne la phase pilote d'un suivi participatif des niveaux d'eau sous la double supervision de Florence Milron, qui est dans la salle Zoom, et de Mme Lorna Eaton, qui est ici avec nous aujourd'hui. C'est une spécialiste donc, des sciences et recherches participatives, ce que je n'ai pas encore dit, mais qu'on découvrira pour certains d'entre nous au gré de sa communication et de sa présentation de ce midi, qui s'intitule « La co-construction d'un suivi participatif des niveaux d'eau au Québec, enjeux et attentes des parties prenantes ». C'est bien ça? Parfait. Donc, juste un petit aspect pratique, pratico-pratique. On prévoit une présentation d'environ 20 à 30 minutes selon le rythme et ce qui s'y adjoindra pour la présentation de Laure, donc, laquelle sera suivie d'une période de questions d'une durée à peu près similaire. L'idée, c'est qu'on ait libéré la salle dans une heure pour autour de 13h50, puisque d'autres activités s'y tiendront par la suite. Je rappelle que les séminaires midi, habituellement, sont enregistrés, sont rendus disponibles dans la médiathèque de notre site Internet. Pour les personnes qui sont avec nous en ligne aujourd'hui, l'activation de la caméra est bien sûr toujours volontaire. Si vous voulez la fermer, il n'y a aucun souci. On demande de fermer les micros pour la durée de la présentation et au moment de la période d'échange et de questions, les personnes qui sont en ligne pourront utiliser la fonction « Lever la main » et on sera en mesure d'accorder les tours de parole et de varier un peu avec la présence ici en salle. Voilà, ce qui me permet de passer la parole dès maintenant. Alors, merci. Merci Jean-Benoît. Bonjour à tous, merci pour votre présence. On peut même utiliser la petite barre de trucs pour baisser, puis au moment de la discussion. Voilà. Merci de m'avoir invité pour ce séminaire. Je vais vous parler de mes travaux de postdoctorat que j'effectue ici avec Florence Milron et Lorna Eaton, sur la co-construction d'un suivi participatif des niveaux d'eau au Québec. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce projet qui s'appelle Rivière à l'œil, je vais prendre un peu de temps pour rediscuter de la participation en sciences et en recherche et qu'est-ce qui m'a amené à venir faire ce postdoc au CIRST. Donc, cette pratique de contribution à la production de connaissances de personnes dont ce n'est pas le métier, elle est en fait très ancienne. Il y a une tradition, notamment en sciences de la nature, qui existe depuis longtemps. Là, à titre d'exemple, je vous ai juste remis un petit document du Muséum national d'histoire naturelle en France qui date donc de 1860, où on proposait aux voyageurs dans les colonies à l'époque une méthode pour collecter des objets d'histoire naturelle. Alors, un autre exemple, c'est le Christmas Bird Count aux États-Unis qui existe depuis maintenant 120 ans, où on propose aux promeneurs d'observer la migration des oiseaux en hiver. Donc, cette pratique, elle est ancienne, mais on a quand même un renouveau qui est récent. Donc, là, c'est le nombre de citations du terme citizen science, qui serait comme une traduction, mais j'y reviendrai, de sciences participatives. On voit qu'on a une augmentation ces dernières années, et surtout, ce qui est intéressant sur cette figure, je ne sais pas si je suis dans le champ de la caméra, c'est qu'on a ce renouveau, il arrive à peu près dans le milieu des années 2000, et en fait, avec l'arrivée d'Internet dans les foyers, qui permet donc de renvoyer des données à des institutions de recherche. Et donc, ce renouveau-là, ça c'est comment on cite cette participation. Et puis là, c'est un exemple français, je suis désolée. Donc, c'est un collectif national des sciences participatives autour de la biodiversité qui recense les programmes qui peuvent exister. Donc, j'ai vérifié, il y en a 180 juste en France autour de la biodiversité. Et on a une augmentation, pareil, quasiment exponentielle du nombre de participants, donc de gens qui contribuent à produire des données autour de la biodiversité.
Et donc, moi, je parle beaucoup de sciences participatives, c'est un terme qui est beaucoup employé, mais en fait, la sémantique, elle n'est pas du tout stabilisée. Il y a beaucoup de vocables qui sont utilisés. Sciences collaboratives, sciences citoyennes, on a un peu parlé, recherche participative, recherche collaborative, etc. Et en fait, ça reflète simplement une diversité de pratiques. On a l'eau, c'est virtuel, pardon. Cette diversité de pratiques, elle se retrouve dans les disciplines qui sont concernées. Donc, comme on a une tradition autour des sciences de la nature, il y a une grosse proportion autour de ça, mais en fait, quasiment toutes les disciplines sont concernées. On a une implication d'un public à la production de connaissances. Et cette diversité, elle se retrouve d'un point de vue géographique. On a des programmes qui s'adressent à une toute petite échelle ou à une grande. En termes de public, on s'adresse à des milliers de personnes ou au contraire à une dizaine, etc. Donc, les formes que peuvent prendre cette participation sont très variées. Et donc, ce qui a amené un certain nombre de classifications, il y en a vraiment beaucoup dans la littérature. Je vais vous épargner tout ça. Mais voilà, autour des années 2010, il y a eu comme la formulation de deux grandes familles, on va dire. Celle des sciences participatives, donc issue de cette tradition ancienne de collecte de données naturalistes, où là, la motivation à participer pour les volontaires, c'est de la curiosité, de l'intérêt pour la discipline en question, et puis parfois une volonté d'impact, notamment pour la biodiversité. Donc les objectifs, c'est produire des connaissances, et puis, donc, comme je le disais, ça s'est beaucoup développé avec le numérique. L'autre famille, on parle de recherche participative, qui sont plus un héritage de ce qui est recherche-action participative, donc avec une motivation d'améliorer les conditions d'existence, d'encapacitation des volontaires, donc qui est amplifiée avec la démocratie participative. Et en fait, ce qui a continué à maintenir un espèce de trouble et pourquoi on n'a pas de sémantique stabilisée, entre autres, c'est que en anglais, on utilise le terme de citizen science et qui a été dans les années 90 utilisé quasiment en même temps, enfin qui est arrivé quasiment en même temps dans le vocabulaire pour décrire ces deux approches quasiment. Donc, on a eu cette confusion qui s'est maintenue. Donc, d'un côté, Bonnet, pour décrire les activités du Cornell Lab autour des oiseaux, donc la participation à la collecte de données sur les populations d'oiseaux, qui utilisait le terme citizen science, et puis Irvine, qui était plus dans cette dimension d'encapacitation, d'implication des citoyens dans la gouvernance. Donc lui, il parle de risques environnementaux, mais on pourrait l'étendre à d'autres thématiques. À tel point que quelques années plus tard, Bonnet a même dit que pour lui, il faudrait plus, pour ses activités, plus parler de citizen science, mais trop tard, le mot était utilisé et donc on a cette confusion qui s'est maintenue. Et donc, en français, sciences citoyennes, à l'inverse, est plutôt utilisé comme de la recherche en dehors du champ académique, donc plus comme quand les citoyens se posent en contre-expertise. C'était pour faire un petit clin d'œil à la conférence qu'on a eue la semaine passée de Maxime Polleri. Donc voilà, on avait ces deux grandes familles et puis en 2016, une tentative de définition là, qui se veut rassembleuse et qui essaye de ne pas exclure, de rassembler justement ces deux familles. Une définition que moi j'aime bien, que j'utilise en tout cas. Donc, les sciences participatives sont définies comme une forme de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels participent de façon active et délibérée. Et finalement, là, on met l'enjeu sur la participation active et délibérée. Donc, finalement, ce qui est important, c'est d'être conscient qu'on participe à construire une connaissance et qu'on le fait de manière volontaire. Et donc, finalement, cette définition, elle arrive dans les années 2000, milieu des années 2010, pas pour rien, c'est parce qu'on observe aussi comme un rapprochement des deux communautés que j'ai décrites. Pour diverses raisons, là, je vais mis un petit schéma qui illustre pourquoi, en fait, ces deux familles, comment ces deux familles pourraient communiquer. Donc, si on part des sciences participatives, on aurait des projets qui sont
pensés par des chercheurs, des protocoles qui sont produits par des chercheurs, avec une démarche exploratoire. Ce qu'on veut, c'est collecter de la donnée pour répondre à des grandes questions. Je suis désolée, je donne beaucoup d'exemples sur la biodiversité, mais c'est mon fond de connaissances. Donc, par exemple, on veut répondre aux questions des changements globaux, d'impact des changements globaux sur la biodiversité, ben, on a besoin de beaucoup de données. Et donc, on s'adresse à des volontaires qui pourraient collecter ces données. Et dans l'autre famille, ce seraient des participants qui ont une problématique sociale, qui vont s'adresser dans un schéma transformatif pour changer leurs conditions de vie, s'adresser à des chercheurs pour répondre à une question. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans certains projets, en fait, tout ça boucle. On peut avoir un projet qui a été conçu par des chercheurs où on va chercher des gens pour collecter de la donnée, mais le fait de collecter de la donnée amène de nouvelles questions qui va solliciter les chercheurs, etc. Donc, on a ça, c'est que en fait, les lignes entre les projets, elles ne sont pas si définies. On a des communications. Et puis, qu'elles soient volontaires ou non, en fait, dans les années 2010, on a eu un certain nombre de critiques, parfois assez fortes, à l'encontre des sciences participatives. Donc, la plus forte, c'est que ce serait une forme de néolibéralisation de la recherche, qu'une vile utilisation par les chercheurs des citoyens volontaires. Là où, si on avait les moyens, ce serait de la collecte de données professionnelles. Mais donc, il y a d'autres critiques moins fortes et qui correspondaient en fait à des difficultés qui pouvaient être rencontrées par les personnes qui mettaient en place ces projets. C'est le fait qu'on a un certain manque de diversité parmi les participants. On a plutôt des personnes plutôt éduquées qui participent, qui sont au moins sensibles à la question qui est traitée par le projet déjà. Donc. Et puis, parfois, un manque de prise en compte des connaissances et des enjeux des participants. Et pour un certain nombre de projets, peu de portée politique. Donc, le schéma transformatif n'allait pas jusqu'au bout. Donc, on a cette forme de rapprochement qui peut aussi être liée à une forme d'institutionnalisation où les institutions disent « Ok, vous faites tous du participatif, là, mais peut-être est-ce que ce n'est pas un peu la même chose ?» Donc, des choses comme ça. Et donc, ce que Luno et ses collègues décrivent comme un tournant démocratique des sciences participatives, là, le fait de vouloir les rendre un peu plus transformatives. Et donc, moi, c'est dans ce rapprochement que situe mon travail depuis, je pense maintenant, à peu près 10 ans, où j'expérimente l'impact d'une co-construction de ces projets de sciences participatives, en quoi co-construire ces projets avec les potentiels futurs volontaires, ça va changer leur implication, la perception du projet, etc. Donc, voilà, c'est une définition toute simple, la co-construction. Là, c'est juste concevoir de manière collective et concerter les objectifs et la mise en œuvre d'un projet, ce qui correspond très bien à ce que je fais. Et donc, l'idée, c'est que, voilà, en co-construisant, on pourrait mieux tenir compte des attentes, des besoins des différentes parties prenantes. Donc là, j'ai beaucoup parlé des participants et des volontaires, mais très souvent, il y a des partenaires. Il n'y a pas que les chercheurs impliqués dans le projet. Il y a souvent des associations qui promeuvent le projet, etc. Donc, ces associations, elles ont des attentes particulières et il faut en tenir compte. L'intérêt en recherche, c'est que ça peut faire aussi émerger de nouvelles problématiques auxquelles on n'aurait pas pensé en tant que chercheur. Et puis, pour la pérennité du projet, c'est de limiter au maximum les tensions qui pourraient exister au sein de ces projets. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place cette co-construction pour un suivi participatif des niveaux d'eau qui se met en place au Québec, donc dans le cadre d'un projet ministériel qui s'appelle InfoCru, qui est plus large, et dont les objectifs sont de délimiter les zones inondables en tenant compte des changements climatiques, et puis de mettre en place un système de prévision qui pourrait alerter les riverains et les personnes concernées en temps réel sur les risques d'inondation. Donc ça, c'est les enjeux du projet InfoCru. À l'intérieur de ça, on a donc le projet Rivière à l'œil, dont les objectifs, c'est de collecter des données, notamment sur les cours d'eau qui ne sont pas instrumentés, plutôt pour alimenter le système de prévision des crues, plutôt que les quartiers d'inondation. Et puis, de permettre aux usagers et riverains des rivières de mieux s'impliquer dans la gestion des risques de crues. Donc, pour mettre en place ce projet, ce qu'on a proposé, c'est une année pilote de co-construction avec les riverains, les usagers,
les organismes de bassin versant, le ministère et puis le consortium de recherche qui sont en charge d'InfoCru. Donc, cette année pilote, elle porte sur 2 bassins versants différents au Québec. L'idée, c'était de s'affranchir d'un contexte local qui serait très particulier. Et puis, on a proposé aussi d'avoir 2 scénarios d'implication des volontaires. Un scénario vraiment très classique, donc, où on proposerait aux volontaires de juste, entre guillemets, collecter de la donnée. Et puis, l'autre scénario où, justement, on va impliquer les riverains dans la co-construction du suivi, donc de A à Z. L'idée, c'est de comparer ces deux formes de participation, mais les données qui seront collectées, elles seront les mêmes dans les 2 cas. Donc, à l'issue de l'année pilote, on est censé produire des recommandations pour que le projet soit déployé plus largement. Et puis, mon travail de postdoc, c'est de documenter ce processus de participation dans cette phase pilote, donc en faisant de l'observation participante. Donc, en coordonnant le projet, je suis à toutes les réunions, etc. Donc, c'est une place pratique. Et puis, de mener des entretiens semi-directifs individuels avec les participants volontaires, donc, qui seraient répétés là, en début de projet, puis en fin de projet, et avec des personnes impliquées dans le scénario 1 ou dans le scénario 2, et aussi bien avec des professionnels, donc des agents de tous les partenaires du projet, et puis avec des volontaires. Donc là, à l'issue du postdoc, on aura produit des connaissances sur la participation, pas encore sur les crues certainement. On va collecter des données, mais on n'en sera pas à mieux comprendre les crues au Québec en 1 an de projet. Donc, juste pour faire très vite sur le calendrier qui était proposé, l'idée c'est de consacrer l'automne à mobiliser pour le scénario 2 là, de co-construction. Là, on est en plein dans la co-construction justement avec des rencontres avec les riverains, donc sur produire un protocole, produire des outils pour le mettre en place. Et le tester au printemps dans le scénario 2 et dans le scénario 1, donc juste avec une collecte de données, et profiter de l'été pour réajuster tout ça avec le retour des volontaires sur comment ils auront vécu la phase de prise de données. Donc pour préparer ça, dans les 2 bassins versants, il a fallu... Moi, je ne suis pas du tout hydrologue à la base, donc que je m'acculture aux problématiques autour des crues en général et puis aux problématiques locales dans chacun des deux bassins versants et puis commencer à explorer sur quelles zones pourraient être faites les mesures, etc. Et après ça, on a pu commencer les rencontres avec les participants volontaires. Donc, voilà, malheureusement, comme pour beaucoup de projets, il a fallu s'adapter au virtuel. Donc, au lieu de faire une grosse rencontre de travail, on a préféré en faire 2. Une vraiment présentation du projet, puis une seconde où là, on était vraiment dans la co-construction, là, sur discuter comment on mesure les niveaux d'eau. Est-ce qu'on pourrait faire d'autres types de mesures que les niveaux d'eau? Et puis commencer à discuter où est-ce qu'on va faire ces mesures. Donc, dans les 2 bassins versants, là, on a eu 6 ou 7 participants. Donc, c'est un chiffre qui est bien. En fait, on n'avait pas besoin d'avoir trop de monde, parce que là, les discussions sont déjà extrêmement riches. À chaque fois, les réunions duraient beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Donc, si on avait eu 15 riverains, on aurait eu encore plus d'idées, là, c'est sûr, mais en fait, on aurait eu sans doute eu trop. Et puis, on était un classique, là, on touche des gens après 30 ans. En sciences participatives, on a difficilement des personnes plus jeunes, sauf si on a un programme dans le cadre de l'enseignement. Et on aurait peut-être aimé un peu plus d'équilibre. Là, on a beaucoup de riverains, donc c'est eux les premiers concernés par la problématique des crues, mais on aurait aimé avoir peut-être un peu plus d'activités différentes autour de la rivière, des pêcheurs, des kayakistes, des choses comme ça. Mais ça viendra peut-être dans un second temps. Et donc, pour mesurer le niveau d'eau, on propose l'utilisation d'une application qui est déjà existante, qui s'appelle Crowdwater. Je n'ai pas mis le nom, ce n'est pas central. Mais on a eu quelques réticences là, des riverains à l'utilisation d'une appli, des gens qui ne se sentaient pas à l'aise avec l'outil en soi, de prime abord, là, avant de l'avoir essayé. Puis, on a eu aussi des gens qui l'ont essayé, qui ont eu des difficultés.
Donc là, la co-construction, elle va permettre de préciser quel besoin d'accompagnement on a là-dessus. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça, c'était lors de la première rencontre, puis dès la deuxième rencontre, en fait, les riverains avaient déjà fait des mesures entre les deux. Donc finalement, c'est comme une petite marche d'entrée. Là, l'appréhension, elle se fait au début, puis là, l'envie de prendre la donnée prend le pas et les gens le font. Ce qu'on a senti aussi, c'est que les riverains, là, ils ont beaucoup l'habitude de prendre des photos de la rivière tout le temps. Et donc, ce qu'ils auraient aimé, c'est que la prise de données, ça soit ça, juste renvoyer les photos qu'ils ont l'habitude de prendre. Donc ça pourrait être utile pas pour les niveaux d'eau, là, parce que ça demanderait beaucoup de travail de post-traitement des données. Mais en revanche, pour mesurer jusqu'où va l'eau quand la rivière déborde, là, ça pourrait être intéressant. Donc, on travaille à un autre protocole sur ça. Et on a aussi eu beaucoup de discussions autour d'autres mesures que les niveaux d'eau. Quel autre sujet intéresserait les riverains quand on parle de la rivière? Donc, ça, l'intérêt, c'est de renforcer l'intérêt des riverains pour participer. Encore une fois, de faire émerger de nouvelles problématiques. Et donc, si jamais on a une problématique qui émerge où la prise de mesure, elle est simple et puis elle peut se faire conjointement avec la prise de niveau d'eau, et ça va être gagnant pour tout le monde. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que les données, elles soient intéressantes aussi pour un autre organisme qui va les utiliser. Là, ça ne sert à rien de demander aux gens de prendre de la donnée qui va dormir dans une base de données et qui ne servira à rien. Donc, sur ce point-là, il faut être vigilant à ne pas créer de l'attente en laissant penser aux riverains que, quelle que soit leur question, il y aura quelqu'un derrière pour exploiter la donnée. Et donc, dans un des deux bassins versants, il y a des problématiques d'inondation par débâcle en bâcle. Donc, il y a eu énormément de discussions autour de ça, comment on pourrait suivre les glaces, etc. Dans l'autre, où ces problématiques sont moins fortes, les discussions ont été plus diverses autour de la température de l'eau, la biodiversité, les usages de la rivière, etc. Qui sont, dans les deux cas, des thématiques qui intéresseraient les organismes de bassin versant. Donc, on pourrait imaginer qu'on aboutisse aussi à des programmes plus locaux, juste entre riverains et organismes de bassin versant. Sans détailler, voilà, là, on en est là à réfléchir à des protocoles qui pourraient répondre aux attentes des riverains et à des structures qui utiliseraient ces données pour se préparer pour le printemps, pour faire des mesures et tester tout ça. J'en ai un peu de temps encore donc, parallèlement à tout ça, j'ai mené les entretiens avec les parties prenantes du projet. Et donc, on est vraiment à l'analyse, à dresser une carte des attentes. Donc, c'est des résultats qui sont préliminaires. Mais pour ce qui est des attentes des commanditaires, avec une belle faute d'orthographe du projet, on a une vraie attente autour de la collecte de données, là où on sent que le projet il rentre dans les missions et en même temps, encore des interrogations sur la qualité des données, sur comment on va les données qui seront collectées par les riverains ressemblent en rien, sont bien différentes de celles que les commanditaires ont l'habitude de traiter. Donc, il y a encore plein de questions autour de comment on va faire pour les traiter, pour les intégrer à nos bases de données, sans que ce soit encore vraiment répondu à ces questions. Donc, on veut de la donnée, mais on ne sait pas comment on va s'en servir. Et puis, il y a des ambitions d'éducation des riverains. Le mot sensibiliser revient, sensibiliser aux problématiques des crues, aux solutions d'adaptation. Donc, c'est peut-être un peu fort, mais comme une idée que les riverains, là, ils ont besoin qu'on les éduque, qu'on leur fasse connaître leur rivière. Donc, ça rejoint les objectifs annoncés du projet. Là, on reste cohérent. Ça rejoint, ces deux volets-là, c'est quelque chose de très classique chez les commanditaires de projets de sciences participatives. Et ce qu'on sent aussi, c'est qu'il n'y a pas un gros enjeu sur le projet. En fait, c'est un petit élément d'un projet bien plus large. Donc, il n'y a pas de... C'est comme une forme d'expérimentation là, pour les commanditaires. C'est la première fois qu'ils vont vers le participatif et puis ils veulent voir ce que ça donne.
Pour les relais, principalement les organismes de bassin versant, on sent comme une notion de service à rendre aux riverains. Donc, le projet, il est comme un moyen de rendre un tas de services qui est comme imaginé, enfin pensé par les agents d'organismes de bassin versant qui doivent rendre à leurs riverains ou aux usagers du territoire. Donc, notamment en termes de réappropriation ou de... Là, il y a moins de questions de sensibilisation, mais plus de conscientisation, plus comme comment on pourrait faire pour alerter les gens, leur rendre service, les protéger des risques de crue, sans les éduquer, enfin sans cette notion qu'il faut les éduquer, mais juste les aider à se protéger de ce risque. Donc, on sent comme un enjeu de constitution d'une communauté de gens qui se sentiraient concernés par la rivière et d'un besoin de travailler main dans la main avec les riverains. Et chez ces médiateurs, il n'y a pas du tout de question sur la qualité des données. Il y a une confiance dans le fait que les participants pourront prendre une donnée de qualité et même un point de vue que si la donnée n'est pas bonne, c'est que nous, on aura mal expliqué comment la prendre et que c'est notre responsabilité de faire en sorte que la donnée soit bien collectée. Et pour les volontaires, la chose qui ressort le plus, c'est aider. Les motivations à participer, là, c'est aider à construire une connaissance, à collecter de la donnée sur la rivière. Et puis, il y a des enjeux à en apprendre plus et puis avoir des retours. L'idée, c'est de ne pas collecter de la donnée puis jamais avoir d'infos sur comment elle est utilisée, mais les volontaires s'attendent à avoir un retour sur le projet. Il y a aussi s'amuser. Alors ça, en fait, c'est évident. On participe que parce que ça nous plaît et puis on continue à participer parce que c'est plaisant. Sinon, si la prise de mesure, elle est pénible, il faut vraiment être très motivé pour rester. Mais c'est rare que ce soit formulé. En fait, c'est quelque chose de la notion de plaisir en sciences participatives qui, bien sûr, en observation de la biodiversité, elle est là, elle est très forte. Mais c'est rarement formulé par les volontaires. Donc, je trouve intéressant que ça soit là. Et encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude sur leur capacité à prendre une donnée de qualité. Ce qui ne retrouve pas toujours ça dans les projets. Parfois, on a une autocensure. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, il y a une forme d'autocensure, de peur de ne pas prendre la donnée de manière correcte. Et voilà. Mais globalement, les attentes sont assez classiques en termes de sciences participatives. Et rapidement, parce que l'idée, c'était d'étudier la question de la co-construction, comment le fait de co-construire ce projet est perçu. Donc pour les commanditaires, il y a des points d'incompréhension comme des envies que, oui, on pouvait co-construire, mais il faudrait amener déjà des billes aux riverains, alors que tout l'intérêt, c'est quand même de faire émerger qu'est-ce qui intéresse aussi les riverains. Il y a eu quelques inquiétudes suite au premier comité participant là, de voir vers quoi on allait. Et en fait, ce qu'on sent, c'est qu'on a un besoin de maturation. Il y a eu des changements de personnes chez les commanditaires. Et donc ça, voilà, la citation que j'ai mise là, ça fait longtemps qu'on s'en parle. Donc maintenant, je suis plus surpris, mais évidemment, moi, je n'aurais pas pensé. Il a fallu en parler longtemps avec les gens pour qu'ils se sentent à l'aise avec cette notion de co-construction. Comme on a eu des changements de personnes, ben, il faut refaire cette acculturation, cette maturation de oui, si, ça peut être intéressant, ça peut apporter des choses intéressantes. Chez les relais, qui semblent mieux peut-être l'avoir déjà expérimenté de leur côté. Donc, il y a plutôt un enthousiasme, mais des inquiétudes sur le fait qu'un an de co-construction, finalement, c'est peut-être trop court. Et chez les riverains, c'est presque un impensé. Quand je pose la question de qu'est-ce qu'ils pensent du fait de participer à la construction du projet, souvent je sens un regard de pourquoi me demander ça. Et puis pour certains, ils voient tout de suite l'intérêt eux connaissent la rivière, donc ce qu'ils peuvent apporter au projet sera un plus. Voilà. Et pour finir, donc on a des attentes qui sont diverses selon les parties prenantes, ce qui est vraiment pas étonnant et qui est un classique. Ici, on a un projet où il n'y a pas vraiment de controverse. L'idée de collecter de la donnée pour mieux prévenir les crues, ce n'est pas sujet vraiment à controverse. Mais on a quelques petits éléments d'achoppement, donc l'utilisation d'une appli, faire d'autres mesures que les niveaux d'eau.
ne pas mesurer uniquement pendant les crues, des choses comme ça, qui ont suscité quelques discussions qui, de mon point de vue, viennent peut-être du fait que chacune perçoit peut-être le rôle des autres parties prenantes un peu différemment, etc. Et donc, la suite là, des interrogations, c'est est-ce que encore 6 mois de co-construction, là, on va limiter ces tensions ou pas? Est-ce qu'effectivement, ce sera trop court? Voilà, merci. Merci beaucoup, Laure, pour cette première partie de présentation. Je vois qu'Hélène, ici, a tourné son écran d'ordinateur de côté, donc j'imagine que tu auras toi-même déjà un premier regard sur les participants qui sont en ligne et les tours de parole éventuellement. Peut-être, nous, ici, est-ce que tu permets qu'on départage ton écran? Oui. On va départager l'écran pour pouvoir voir tout le monde en ligne aussi, ce qui sera beaucoup plus plaisant pour tous. Comme ça, on va afficher en mode galerie. Voir tout le monde. Voilà. Et je crois que si j'ajoute les participants, on sera en mesure de voir s'il y a des mains levées. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je céderai la parole aux gens en ligne. S'il y a une première question, évidemment, moi, j'en ai une ou deux, mais on aimerait vous entendre aussi à distance si vous êtes là. Les personnes qui ont applaudi tout à l'heure. Ah, j'ai une main levée de François. François qui n'est pas très loin, mais qui est à distance tout de même pour. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on ne t'entend pas, François. Est-ce que tu. C'est peut-être le volume ici de la salle, par exemple. Sinon, viens nous le dire, c'est juste à côté. Maintenant, est-ce que c'est bon? Je vais parler. Ah, voilà, ça marche. On t'entend maintenant. Bon, je remerciais Laure. Il faut que je quitte bientôt, donc je m'empresse de poser ma question. C'était intéressant comme étude de cas. J'avais comme deux questions plus générales. Comme parfois, tu mentionnais dans ta présentation ceci est typique, ceci est typique. Donc, je me demandais si tu pouvais nous faire un portrait comme empirique de comment les gens... c'est quoi les résultats généraux auxquels tu référais sur la participation, puis disons tout particulièrement les attentes des différents publics. Puis l'autre aspect, c'est que j'aimerais mieux comprendre cette littérature-là. Est-ce qu'elle utilise des construits théoriques en STS? C'est quoi les apports théoriques? Parce que tu mentionnais des termes, c'est attendre, ainsi de suite, donc il y a toute une littérature là-dessus. Donc, juste m'expliquer, est-ce que c'est une littérature qui est très comme close autour de la participation citoyenne ou il y a différents cadres théoriques qui sont utilisés? C'est ça ma question. Merci. Oui, dans mes conclusions, là, je n'ai pas cité de littérature parce que ce que je cite là, très classique, etc., c'est très empirique sur de beaucoup d'échanges avec des collègues qui portent des projets et puis aussi sur une grosse étude qui a été menée sur un programme français qui s'appelle Viginature, qui porte sur la biodiversité, mais qui n'est pas publié. Voilà. Et oui, ça transparaissait peut-être dans ma présentation, mais je ne l'ai peut-être pas assez dit. Moi, j'ai une pratique de praticienne, parce que je me suis mis à faire de la science participative, puis après à me poser des questions sur quel impact ça avait. Mais j'ai moins cette culture STF, etc. Donc, ouais, de ce que je connais, il y a peu, mais Lorna, tu me corrigeras peut-être, c'est quand on étudie les attentes et les motivations à participer, j'ai l'impression qu'on va pas trop convoquer cette littérature. Moi, tu m'as invité à te corriger, donc je vais le faire. Il y a tout un bassin de STS qui s'intéresse... Oui, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. s'intéresse aux problématiques de la relation science-société, premièrement, puis les citoyens et leur rôle, les embauches, les invitations à participer, les manières, etc. Donc, je pense particulièrement à Jennifer Gabris, qui est un bon exemple de ce que tu as dit au début des deux champs, recherche participative et sciences citoyennes qui ont tendance à s'agglomérer. Disons, ce qu'elle fait dans ses travaux, c'est autour de la pollution d'air,
donc avec des moniteurs, mais co-construit avec, même physiquement dans les bricolab, co-construire le dispositif, demander aux gens quel type de pollution que vous voulez explorer, etc. Et c'est très STS. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a des gens qui utilisent les concepts STS. D'autres théories, ben, il y a tout le courant néolibéralisme, néo-institutionnalisme, etc. Est-ce que ça va, Florence va embarquer? Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, Florence, on t'écoute. Bonjour, Florence. Oui, vous pouvez couper, Florence. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. C'était juste pour compléter, donner un exemple de littérature à François. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé avec Lorna dans les dernières années, c'est sur des problématiques autour de l'expertise, donc la troisième vague de l'expertise en STS de Collins et Evans. Ça fait partie beaucoup des littératures citées dans les textes qui développent des problématiques autour des expertises profanes versus expertise certifiée, etc. Mais je voulais juste peut-être amener Laure aussi à parler du rôle très particulier qu'elle a dans ce projet, parce qu'elle fait quelque chose qui est difficile, c'est qu'elle est à la fois une sorte de médiatrice, organisatrice, et elle met en œuvre la démarche participative. Donc, elle organise des acteurs autour d'elle dans un cas très, très concret, et elle développe un regard, en tout cas un regard réflexif sur sa propre pratique dans le cadre de ce postdoctorat. Mais elle occupe, c'est pour ça que dans la présentation, on voit le glissement entre ces deux rôles. En fait, elle est à la fois active, elle a des attentes, elle aussi, par rapport à la réussite ou à l'échec de ce projet-là. On espère qu'il va réussir parce qu'il y aurait quelque chose à étudier, mais avec l'échec aussi, il y aurait quelque chose à étudier. Mais donc, c'est ça, elle a ce double regard qui est un beau défi, en fait, mais qui amène à se poser des questions aussi sur le rôle de l'équipe de recherche, dont Laure, puis Lorna et moi, qu'on occupe, parce qu'on fait partie des acteurs qui sont concernés dans le projet. Alors, je ne sais pas si Laure, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Non, mais ça me permet de rebondir sur ma réponse à la question de François. Je ne voulais pas dire que les STS n'étudiaient pas les sciences participatives, mais que les porteurs de sciences participatives n'allaient pas trop chercher de littérature dans les STS. C'était ça. Et oui, effectivement, parfois, c'est un peu étrange d'être animatrice et presque de m'étudier moi-même, là, mais c'est intéressant. Oui. Oui, l'association Sciences Citoyennes. Donc là, vous jouez un rôle en fait d'interface, c'est ça ce que j'ai compris. Oui. Est-ce que ce rôle d'interface, il est toujours prévu? Parce que je me réfère à ces dynamiques des boutiques de sciences, par exemple, ça marche plus ou moins bien. Souvent, il y a des frictions parce qu'on s'attend à ce que les gens coopèrent spontanément, ce qui n'est pas forcément le cas. Et soit c'est quelqu'un qui est de la part de la société civile, qui fait l'effort d'avoir des connaissances qui l'amènent à avoir un contact plus privilégié et puis commencer à parler un langage qui est compréhensible par les scientifiques, qui fait le lien. Soit c'est quelqu'un qui est dans le domaine universitaire, qui, lui, dans l'équipe de recherche, va avoir ses qualités humaines propres. Ouais. C'est vrai qu'il manque peut-être un échelon, quelqu'un qui, disons un poste qui devrait être, défini. Il y a une psychologie du personnage, il y a des aptitudes aussi. À être transversal plutôt que fonctionner en silo. Mais là-dessus, il y a les travaux de Marie-France Mifune, elle parle qu'il y a besoin d'un médiateur scientifique en fait, dans les projets de sciences et recherche participative. Et elle a fait une étude sur qui prend ce rôle-là, là, dépendamment du projet. Parfois, la plupart du temps, il n'est pas imaginé, alors que c'est un vrai besoin. Et d'expérience, j'ai le sentiment que les projets qu'on passe médiateur, ils ne marchent pas, en fait. Donc, effectivement, il faut que ça soit un chercheur qui l'endosse. Et ça implique que ça prend du temps sur sa recherche et que faire du participatif, ça veut aussi vouloir dire on publie moins, etc., parce qu'on passe du temps à animer la communauté de participants, etc. Soit, dans le budget initial, il y a un poste d'animation qui est prévu. Ça, c'est très rare. Parfois, c'est pris en compte par une association partenaire, etc.
Mais il se pose la question de la pérennité, là, parce qu'on trouve toujours des financeurs pour lancer un projet, mais pour maintenir une animation à long terme, ça existe moins. Mais en tout cas, voilà, pour que ça marche, il y a tout le temps un moment quelqu'un qui prend ça sur ses épaules, là, cette animation. Soit c'est dans sa fiche de poste, soit ça ne l'est pas. Et puis quand ça ne l'est pas, c'est que appris sur le tas, donc avec de l'essai-erreur. Et puis et voilà, donc voilà. Marie-France Mifune, elle a un peu théorisé tout ça. Là. Je pourrais sans doute partager. C'est un mémoire de maîtrise, de master, parce que c'est en Europe. C'est un travail qui est recommencé en permanence à chaque fois. C'est ça. Alors après, il y a de plus en plus de communautés de porteurs qui s'agrègent à différentes échelles, niveaux, pour partager des bonnes pratiques. Je pense que la première raison de structurer en communauté de porteurs de projets, c'était ça. Là. C'est pouvoir apprendre des erreurs des autres et puis s'échanger les bonnes astuces. Et puis plus ça va, plus ça amène vers ce qu'on fait un peu là, une approche réflexive. Okay, maintenant que mon projet tourne, qu'est-ce que ça change pour les gens de s'impliquer dedans? Qu'est-ce que ça change pour moi dans ma manière de mener ma recherche, etc. Si vous permettez, je vois qu'il y a une question dans le module de chat, mais en fait, je peux la lire si quelqu'un ne l'a pas ouvert. Donc, puisqu'on est vraiment multiplateforme, on va y aller. Donc, maintenant, tour de parole au chat. Alors, il y a Sébastien Breton qui pose la question suivante. Donc, bonjour, j'ai une question sur la continuité du projet. Est-ce que vous avez réfléchi à une possible évolution du projet avec un forum d'échange entre les parties prenantes, ou est-ce qu'une fois construit, le projet sera plutôt rigide? Alors, on va commencer à réfléchir à la suite du projet, là, réfléchir à la phase 2. Alors, pour ce qui est d'un forum d'échange, pour l'instant, on en a presque déjà un entre riverains, parce qu'on a créé des groupes Facebook dans chaque bassin versant, là où les riverains peuvent échanger, notamment sur comment on prend la mesure. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les autres partenaires dans les groupes. Et d'expérience, sur les projets qui sont co-construits, ils sont pas rigides, en fait. C'est comme si ça a changé un peu, soit je sais pas à quoi ça tient, soit la posture des animateurs, justement, soit la forme d'implication des participants. Mais ce qu'il y a, c'est que ça laisse dans la vie du projet toujours la place à des modifications qui viennent des volontaires. Donc, soit, je vais citer un exemple d'un projet co-construit en France où tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais là, les volontaires sont mis à trouver que l'interface de saisie des données, elle avait vraiment besoin d'être faite. Donc, ils ont fait comme une liste de doléances, de ce qu'ils veulent qu'on change. Et ça apparaît beaucoup moins spontané dans un projet qui a été livré tout cuit. C'est comme ça qu'on fait, et puis c'est comme ça qu'on fait évoluer. Donc, non, je ne pense pas qu'il sera figé. Est-ce qu'il y a une autre question qui nous proviendrait d'en ligne ou de la salle? Allons-y, sans hiérarchie maintenant. Julien, ici, vas-y. On voit que dans les institutions, l'attente d'éducation, de mobilisation, de sensibilisation semble prendre quand même pas mal de place. Est-ce que ça correspond à des vrais objectifs de ces partenaires, ou est-ce que c'est plus une façon de minimiser la portée scientifique, par exemple, de l'activité? C'est une bonne question. J'imagine qu'il y a quand même une vraie attente, là. En fait, je dirais presque comme une vraie croyance qui a besoin d'éduquer les gens. Et donc, que ça va faire d'une pierre deux coups. Et puis, peut-être quand même un côté se rassurer, là. Alors, si jamais on ne collecte pas des données assez bonnes, on aura toujours éduqué les gens, ce sera pas peut-être un peu ça. Mais sans doute pas, en tout cas, c'est clairement pas formulé comme ça, pas consciemment, là, je pense. Et puis, sinon, des programmes de sensibilisation, il en existe d'autres. Il y a quand même un peu ces deux
c'est plus compliqué de mettre en place un projet de sciences participatives qu'un programme d'éducation. Donc, je pense que s'ils vont là-dedans, c'est qu'il y a envie de faire un peu de science aussi. Oui, vous aviez évoqué, enfin, je donne question. Toute la formation, la mise au point, elle a été faite en ligne. Ouais. Il n'y a pas eu de choses en présentiel. Pour l'instant, non. On espère aller sur le terrain en vrai avec les gens. Est-ce que vous pensez que ça peut être un frein aussi, ça là? Alors, oui et non. Parce que dans les entretiens, ce qui est ressorti de quelques personnes, par exemple, il y a un des participants là, qui m'a dit être extrêmement timide et qui ne serait pas venu si c'était en vrai. Donc, voilà, on a touché cette personne qu'on n'aurait pas touchée autrement. Et d'autres personnes qui étaient contentes de faire ça de chez elles, de ne pas se déplacer pour une réunion le soir, etc. En revanche, aller sur le terrain, il y a plus de motivation à prendre sa voiture et y aller. Donc, on a sans doute perdu les gens qui passent déjà leur journée de travail en ligne et qui n'ont pas envie de s'y remettre le soir pour faire du bénévolat. Ceux-là, sans doute, mais on en a gagné d'autres. Je voudrais faire de l'hybride à terme. C'est vrai que c'est des gens que des fois, bon, je veux dire, on se réunit autour de la rivière, ça crée quand même quelque chose. C'est dynamique qu'on n'a pas dans des réunions comme ça, quoi. Non, c'est sûr. L'autre question, c'est l'autre remarque, c'est à propos des gens qui sont un peu perplexes quand on les sollicite. Vous en avez parlé, c'est une personne qui pourra vous poser des questions, etc. Donc, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils savent. Je veux dire, après, c'est une façon aussi de les amener à participer. Est-ce que vous en avez eu beaucoup aussi, des gens comme ça, dans vos expériences à vous? Au départ, ils ne savaient pas trop ce qu'on allait leur demander parce qu'ils s'étaient pas... peut-être qu'on n'avait pas posé la question comme il fallait. Il y a peut-être cette appréhension je veux dire, d'autocensure face à une démarche qui vient de l'université, je ne sais pas. Là, ce que je voulais dire, c'était plus une incompréhension sur pourquoi je posais des questions sur la co-construction en soi. Là, j'ai le sentiment que les riverains, ils savent qu'ils connaissent la rivière, ils savent qu'ils la connaissent bien. Et ils ont raison, je pense. Clairement, c'est eux qui la connaissent le mieux. En revanche, dans d'autres expériences de co-construction, j'ai déjà eu où on travaillait sur le protocole, par exemple, un protocole pour observer des lichens. Et donc, on a mis tout en place, des sorties de terrain, des réunions, etc. Puis la dernière rencontre, j'ai un volontaire qui vient me voir à la fin et qui me dit c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé faire ça, mais construire un protocole, c'est ton boulot. Et il n'a pas tort. Donc, et j'ai des collègues qui ont eu de ce même genre de retour. Ce n'est pas la majorité des participants, mais il y en a qui pensent ça. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que la science n'était pas facile, qu'il fallait que ça soit rigoureux. Mais c'est l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui au départ n'étaient pas parties pour coopérer, puis on s'aperçoit que on tombe sur une perle. C'est des gens qui en fait savent beaucoup plus que ça et qui normalement si on n'avait pas fait d'efforts, seraient perdus dans la nature. Est-ce que ça vous arrive de tomber sur des cas de figure de ce genre? Là, comme ça me vient pas. J'ai eu presque parfois j'ai eu des expériences inverses là, sur un programme à destination de botanistes amateurs, donc des gens qui avaient déjà des connaissances en botanique. C'était il y a longtemps, à l'époque où les sciences participatives, il fallait encore prouver qu'on faisait de la science. Et plus des freins comme ça, des gens qui clairement étaient des bons botanistes et qui ne voulaient pas y aller parce qu'ils avaient entendu dans une conf que ce n'était pas valable, ce protocole, etc. Mais mais maintenant, le programme existe encore, là, et puis ces gens-là, ils ont embarqué dedans, mais il a fallu... Je me permets de donner la parole pour une question. En fait, j'aimerais t'entendre sur la base de ton expérience plus globale ici et en France, pour comparer, non pas pour comparer les participants, savoir est-ce qu'on est plus gentil au Québec ou chez vous, c'est sûr. Mais simplement peut-être au niveau plus de l'intégration du projet puis de la perception de ce projet-là. Bon, tu as parlé des participants puis des partenaires un peu, mais peut-être au niveau des institutions ou des universités, est-ce que selon ton expérience, il y a des grandes différences du point de vue comment c'est abordé ou comment c'est intégré
Est-ce que l'un ou l'autre aurait quelque chose à apprendre de son cousin, pour le dire ainsi? Je vais manquer un peu de recul sur ce qui se passe au Québec, mais je dirais qu'il y a... Mais Florence et Lorna sont là pour me corriger encore une fois. Mais il y a peut-être, en tout cas, on a eu une forte institutionnalisation récente en France, là, vraiment, vraiment marquée comme c'est devenu à la mode de faire du participatif. Donc, on a toutes les institutions qui ont découvert qu'elles avaient en leur sein des chercheurs qui mettaient en place ces démarches et qui ont voulu les mettre en valeur. On a des portails institutionnels qui mettent en avant les projets. On a des petits bureaux de sciences société avec un volet participatif dans telle institution, des choses comme ça. Le CNRS, là, encore récemment, a produit une sorte deux feuilles de recommandations de comment on fait de la science participative, de recherche participative, des choses comme ça. Mais c'est peut-être juste que je ne connaissais pas ces initiatives au Québec. Là, mais... En tout cas, il y a une mise en avant forte, là, je dirais, les 3-4 dernières années en France, qui ne suit pas avec du budget. Bon, c'est malheureux. OK, il y a une main levée. Je crois que c'est peut-être avoir sur la portée du budget. Peut-être juste pour compléter sur le Québec, c'est pas pour rien. Il y a quelques années, les FRQ ont lancé le programme Engagement, qui est un programme une nouvelle forme de subvention qui vise à financer justement des initiatives de sciences participatives. Donc, l'institutionnalisation dont parle Laure, elle est ici aussi. Et moi-même, j'avais participé à une étude pour le FRQ pour recenser en fait l'ensemble des programmes de subvention dans le monde accessible, disons dans la langue qu'on pouvait comprendre. Et puis, on le voit que c'est assez récent. Il y en a encore peu, mais ça commence là. Par exemple, on a un programme qui est dédié parce que souvent, ces initiatives-là, elles sont financées à même les projets de recherche qui ne visent pas le développement d'initiatives de sciences participatives, qui visent d'autres objectifs scientifiques auxquels on greffe un volet de sciences participatives. Mais donc récemment, il y a des programmes de financement qui sont développés. D'ailleurs, la situation dans laquelle on se trouve avec le projet de Laure, c'est un peu ça, c'est une initiative plus large à laquelle on a greffé, ou en tout cas on a cherché à développer un projet de pilote de démarche participative parce que, au fond, ça rejoint un petit peu la question que Julien posait tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la sensibilisation. Est-ce que ça fait partie des attentes, au-delà de la sincérité des attentes ou pas? En fait, ce que ça nous dit, ces démarches-là, il y a une très très forte adhésion à ces démarches-là. En fait, il y a très très peu de critiques. Les sciences participatives actuellement, c'est une réponse à beaucoup de besoins de données de la part des chercheurs, besoin de sensibilisation de la population, rapprochement sciences-société. Donc, les critiques, elles sont très très mineures. La critique qu'évoquait Laure tout à l'heure sur une dérive un peu néolibérale où on va instrumentaliser des citoyens pour obtenir des données, elle est très, très mineure. Actuellement, il y a vraiment une vague en faveur du participatif en général et des sciences participatives qui sont perçues qu'au fond comme une solution à coût faible pour la recherche et à coût élevé pour la société, puisque ça participe à rapprocher citoyens et monde scientifique. C'est intéressant. Peut-être juste pour rebondir, ce matin encore, on avait un courriel de l'UQAM qui annonçait justement la création d'un réseau francophone, université, société. Donc, ça ne m'était pas venu en tête au moment de poser ma question, mais effectivement, c'est peut-être le signe d'une... Avec un volet vraiment recherche participative dans l'intitulé. Ouais. Dédié à la francophonie, recherche participative, un volet dédié. Donc oui, je crois qu'il y a une autre question pour vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous dites que ça concerne des rivières qui ne sont pas monitorées, c'est ça? Oui, c'est là où il y a le plus besoin de données, là, bien entendu. D'accord. Et les autres rivières, comment elles sont parce que là, vous êtes en train de vous entendre sur des protocoles, en train de discuter avec des gens, etc. Donc, c'est pour affiner quelque chose. Et les rivières qui sont déjà surveillées sont surveillées comment? Alors, celles qui sont surveillées, de toute façon, elles le sont sur un petit tronçon. Donc, c'est des stations hydrométriques qui sont installées, qui mesurent le niveau et le débit d'eau. Et donc, ça coûte cher.
à installer et à entretenir. Donc, il y en a beaucoup. Il y a eu un gros effort. J'ai plus en tête les chiffres là, mais il y en a quand même beaucoup au Québec. Mais malgré tout, il y a tellement de cours d'eau au Québec que ce n'est pas suffisant pour avoir une vision, une connaissance fine des cours d'eau. Et donc, même pour les rivières, les grosses rivières qui sont instrumentées, de toute façon, il y a des angles morts. Donc, ce que vous mettez en point sur des bassins versants où il n'y a rien, c'est quelque chose qui peut être extrapolé après pour les mailles du filet, resserrer les mailles du filet sur les autres rivières. Exactement. Et puis, en fait, les deux bassins versants là, sur lesquels sont mis en place l'année pilote, les deux rivières principales, elles sont instrumentées. Enfin, elles ont au moins une station chacune. Et ça ne suffit pas. Ouais. Est-ce qu'on voit une nouvelle question nous venant de Zoom? Est-ce que quelqu'un en est? Oui, monsieur Duncan. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais juste mentionner deux autres domaines où il y a la science participative de longue date. Le premier est en sciences médicales, de recherche médicale. D'ailleurs, à l'Université de Montréal, il y a une chaire, je crois. Donc, ça peut valoir la peine de regarder ce qu'ils font. Et l'autre domaine, c'est en informatique, le design de logiciels, qui c'est un peu à cheval entre la science et la technologie. Mais il y a une longue expérience de design participatif en informatique. Donc, c'est deux domaines aussi qu'il faut regarder. J'ai pas beaucoup passé de temps sur l'ensemble des disciplines qui sont concernées, mais si vous voulez vous amuser aussi, il en existe en linguistique, où c'est vraiment utile pour les langues peu dotées, et puis aussi pour les langues qui le sont vraiment, mais pour étudier les variations régionales. Et donc, notamment, il y en a un programme qui s'appelle Français de nos régions, donc c'est pour toute la francophonie, et c'est assez ludique de participer, là, c'est en ligne. On dit où est-ce qu'on a grandi et puis après, on nous propose un certain nombre de mots et on nous dit si on les connaît ou pas, si on a l'habitude de les utiliser. Et parfois, il y a des mots que j'ai jamais entendu parler. C'est assez drôle et il y a des cartes qui sont produites là, sur comment on dit quoi où. C'est assez ludique. Et dans le médical, il y a aussi il y a eu beaucoup de participation d'associations de malades qui ont voulu... forcer un peu les portes des labos et des laboratoires et des services de médecine pour s'impliquer dans la recherche qui était faite sur leur propre maladie. Et puis de manière un peu plus légère, au Canada, il y a un programme qui s'appelle Flu Watcher, où on déclare si on a des symptômes de grippe habituellement. En ce moment, c'est lié à la Covid, là, mais voilà, ça prend 1 minute par semaine pour participer et on renseigne sur les épidémies de... C'est pas mal. Voilà. C'est intéressant cette partie-là parce que ça met surtout moins le truc sur les maladies, mais le truc sur les langues. Ça vous apporte une réflexion sur justement le design de ces outils-là ou de ces expérimentations-là. Puis une des manières d'intéresser ou d'avoir des gens, c'est aussi que ça devienne un peu ludique, justement, puis amusant et intéressant. C'est super intéressant. Moi, j'aurais une dernière question. Il pourrait en avoir d'autres, on a encore un peu de temps, là, mais je me demandais si puis peut-être que tu n'as pas la réponse, tu n'es vraiment pas obligé de répondre, mais s'il y a des liens déjà faits ou à faire ou des parallèles à faire avec tout ce qui est recherche et développement en entreprise qui sont un peu à la fois partie, à la fois l'acteur et le directeur ou à la fois juge et partie, qui est un peu ça. Est-ce qu'il y a des liens qui existent? Est-ce que le parallèle peut se faire? Ou... Tu veux dire entre le participatif et la R&D en entreprise? C'est-à-dire qu'il y avait toute la question de certains... la question des participants, du nombre de participants qui atteignaient un certain seuil. Il ne faut pas que ce soit trop, mais est-ce qu'il y a par exemple, des modèles hybrides qui existent avec soit des projets de recherche professionnels ou encore avec des entreprises qui peuvent être amenées à avoir justement des intérêts dans ces recherches-là et qui ont une autre forme d'apport ou
Ma question concerne peut-être moins finalement la recherche et développement au sens strict que l'existence ou non de modèles hybrides qui a à la fois un volet participatif et une recherche plus soit orientée ou professionnelle qui joint les deux, par exemple, les deux types de données qui semblent... Je ne sais pas si je vais exactement répondre à ta question, mais il y a des programmes de sciences participatives qui s'adressent à des professionnels, donc, par exemple à des agriculteurs, pour recenser la biodiversité dans les champs et faire le lien entre pratiques agricoles et biodiversité. Ça existe aussi pour les gestionnaires d'espaces verts. Donc ça, et à ma connaissance, il y a aussi eu des tentatives de grosses entreprises qui voulaient leur propre programme pour un peu occuper leurs employés sur la pause méridienne, et puis en tant qu'à faire, collecter des données. Puis, l'exemple que j'ai en tête, là, c'est plutôt sur les emprises d'espaces verts, toujours sur la biodiversité, mais d'inciter les employés à aller faire prendre une petite marche sur leur pause de midi, puis faire un partenariat avec l'équipe de recherche qui... Okay, donc, il y a des genres de maillage qui existent, c'est pas des trucs... Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi des entreprises qui essayent maintenant de monter leur propre projet, là, mais je n'ai pas d'exemple en tête. On a encore quelques petites minutes si d'autres questions viennent. Vous avez montré un tableau tout à l'heure sous forme d'anneau, on ne l'a pas bien vu. Là, c'était par secteur d'activité. Quelle était la part des sciences, enfin, là où se développent les sciences participatives? C'est un tableau qui date un peu, il date de 2016. C'est issu du rapport dit Houllier. Donc ça, pour illustrer l'institutionnalisation, là en France, c'était le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a commandité un rapport sur les sciences participatives à l'INRA, donc l'Institut de recherche en agronomie. Donc, sans surprise, il y a beaucoup de projets autour de l'agriculture, de l'écologie, de l'environnement, etc. Mais en fait, on en a en physique, en astronomie, numérique. Les sciences dures, c'est quand même là où il y en a le moins. Pas tout le temps. Mais... Après, je pense qu'il y a comme une... Qu'est-ce qui serait un frein à ce moment-là? Parce que management et business, c'est les entreprises, donc on ne rentre pas si facilement, je pense. La question les techniques, des équipements ou quelque chose du genre. Parce que même la semaine dernière, avec Maxime, il y avait la question des capteurs de radioactivité fait maison puis la fiabilité de la donnée. Même si dans je suis en train de répondre à ta place, ça pas vraiment. Oui, il y a ça. Il y a aussi, je pense, je l'ai un peu connu quand, je ne sais pas si j'arrête, mais comme vous l'avez compris, je viens de l'écologie, et j'ai vécu là, cette forme d'acculturation. Si on fait vraiment de la science, si on peut publier et on collecte des données qui veulent dire des choses en biodiversité. Puis après, j'ai changé d'université. Là, maintenant, je travaille en France sur les sciences de l'environnement urbain au général, et j'ai eu comme l'impression d'avoir à refaire le fait de rassurer mes collègues qui travaillaient sur la qualité de l'air, justement, sur si on va collecter de la donnée qui sera utile. Ce ne sera pas la donnée de votre lidar sur le toit là, à 100 000 €, c'est clair, mais ça sera une autre forme de données, il y en aura plus, ce sera utile. Et donc, ça vient peut-être de là, comme il faut le temps que ça diffuse, ça vient des sciences de la nature pour ces formes-là de participation, puis ça s'en vient sur les autres disciplines. Et après, il y a l'équipement, clairement. Je pense que faire de la physique quantique en participatif, c'est compliqué. Alors, je vois le temps qui file et il nous faut, nous, libérer la salle pour 14 heures. Donc, est-ce qu'on a une dernière question ou peut-être une dernière précision que quelqu'un aimerait apporter? Et si je peux juste compléter ma dernière réponse, je n'ai pas pris le temps de présenter les différentes formes de participation, mais sur ces sujets peut-être un peu complexes, il y a d'autres formes qui sont une participation vraiment très
légère, là, c'est de mettre à disposition le temps de calcul de son ordinateur quand on ne s'en sert pas. Donc, il y a des gros programmes en astronomie, en astrophysique là-dessus. Donc, oui, on ne va pas faire de la collusion de particules dans son salon, mais on contribue quand même à la production de connaissances sur ces questions-là. Il y a aussi sur tout ce qui est reconnaissance, toutes les tâches où le cerveau humain est encore meilleur que la machine. Par exemple, il y a un programme assez connu qui s'appelle Foldit, qui travaille sur le repliement des protéines, donc plutôt en biologie moléculaire. Et ben oui, on ne demande pas aux gens de faire des expériences de biologie moléculaire dans le salon, mais ils travaillent sur... C'est un jeu, en fait, qui permet de recomprendre la configuration des protéines. Et ça a eu un gros succès parce que, il me semble, en un temps très court, je ne vais pas m'avancer sur les chiffres, là, mais en un temps très court, les joueurs ont permis de comprendre la configuration d'une protéine qui est impliquée dans comment le virus du VIH rentre dans les cellules humaines. C'était une question sur laquelle la recherche classique butait depuis des années. Donc en fait, en vrai, il faut juste être un peu inventif sur comment on peut impliquer les gens, mais sans doute qu'on peut impliquer sur quel que soit le sujet. C'est vraiment fascinant, puis d'autant plus que l'objectif est noble dans ce cas-là de contribuer à la maladie, parce que le glissement pourrait être facile vers des pratiques comme, je pense à des grosses compagnies que je n'aurais pas de télécommunications et autres qui font faire de la reconnaissance, qui alimentent des IA, entre autres, à des salaires impossibles. Puis le glissement peut facilement venir de l'un à l'autre. Alors, en fait, avant de terminer, peut-être juste, j'aimerais rappeler à ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici aussi, pour le bénéfice de tous, que Laure a aussi partagé une partie des recherches qu'elle mène sur notre blog. Donc, sur le blog du CIRST, il y a un billet, c'est le plus récent billet, qui est signé de Laure sous une forme d'entrevue dans laquelle elle revient sur ses travaux de manière un peu plus précise sur certains points et d'autres. Bref, on y apprend plein de nouvelles choses intéressantes. Alors, c'est disponible. Vous pouvez aller le consulter toutes et tous. Je vous invite à le faire. Le lien est dans le chat, gracieuseté de ma collègue Hélène ici, qui manie le bouton. Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents. Puis, a priori, Laure, toi, d'avoir accepté de prêter au jeu de ce séminaire midi. Merci d'avoir été là. Merci pour les questions. Et je souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée et on se revoit bientôt lors d'une prochaine édition.